avez un rôle de vecteur de développement du dialogue social sur ces questions de formation à jouer demain. Faire la promotion des dispositifs de demain, j'ai envie de dire, oui, il va falloir quand même faire beaucoup de pédagogie sur l'ensemble des sujets, hein. En même temps, en 2019, il va falloir expliquer l'année de collecte classique et traditionnelle, mais pourquoi on va revenir à la fin de l'année? Parce que l'URSSAF est en année courante alors que les OPCA sont interméchus. Expliquer aux entreprises le sujet, expliquer la transformation du CPF connecté à une appli gérée par la Caisse des dépôts et consignations, expliquer que le CPF de transition va basculer des FONGECIF vers les opérateurs de compétences, expliquer que le contrat d'apprentissage, c'est plus simple parce que demain, ça va être géré par les opérateurs de compétences à la mode du contrat de pro, que c'est encadré par... Voilà, le sujet, il est essentiel sur le sujet. Il y aura donc beaucoup de pédagogie à faire, quand je dis humainement, physiquement, auprès des employeurs, auprès des IRP, donc je m'attends à être fortement sollicité sur le sujet. Et puis Pierre, tu l'as rappelé, on est paritaire, donc en l'occurrence, on peut rentrer, que ce soit au niveau de l'employeur, que ce soit au niveau des IRP, ça pose aucunement un problème, en tout cas métaphorique en la matière. Est-ce que cette évolution profonde du rôle des opérateurs est durablement compatible avec un système paritaire qui vous est cher depuis l'origine? C'est quoi la plus-value, en tout cas que je vis, du paritarisme en formation professionnelle continue? C'est quand même le seul endroit que je connaisse de ma vie où la notion d'amortisseur social existe. Voilà, vous avez des employeurs qui parlent avec leurs salariés, des salariés qui parlent avec leurs employeurs d'un sujet commun, la formation. Alors c'est jamais toujours facile, j'ai des SPP, des sections paritaires professionnelles très animées, d'autres beaucoup plus consensuelles, mais c'est quand même un endroit rare et unique où on se parle, on désamorce quand même pas mal de sujets. Donc en l'occurrence, cette plus-value, pour moi, ce serait la gâcher que de la faire disparaître. Je pense que si, malgré l'intention de certains, on est encore dans le paysage de la réforme aujourd'hui, c'est qu'on apporte de la valeur ajoutée. La Cour des comptes a fait la tournée des popotes de tous les OPCA, les plus gros en tout cas, Ligue Associée, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous apportez de la valeur. Par contre, ce n'est pas lisible. Je suis convaincu que ce qui fait le fruit de l'histoire sociale française dans le secteur de la formation a encore des choses à montrer et des choses à réussir. C'est un pari qui mérite d'être engagé, qui n'est pas gagné d'avance partout. Mais en tout cas, c'est une voie que vous avez raison de tracer. Un des intervenants se posait la question des compétences à l'intérieur des OPCA. Comment elles vont évoluer? Quelles sont les compétences de demain dans les OPCA? Et du coup, forcément, comment vous voyez l'accompagnement du changement et la transition professionnelle? En fait, pour AGFOS PME, et je crois que pour Opcalia c'est pareil, notre sujet, ça va être un volume. Là où le volume d'activité faisait environ 30%, il fera 60% demain. Donc il va falloir qu'on redéploie des équipes. Il y a des compétences rares, par contre, qu'il va falloir qu'on trouve. Si on veut avancer un peu plus dans cette logique d'emploi sur nos observatoires, on aura besoin de data analystes aujourd'hui qui nous font défaut, ou en tout cas de prestations à ce titre. La deuxième chose, on aura besoin d'améliorer notre relation avec le service public de l'emploi. Il faut être capable de capter les signaux faibles, ce qu'on ne va pas nécessairement remonter dans les datas habituellement. Et là, ça passe indiscutablement par une capacité à travailler ensemble et à partager, à croiser nos données. Un OPCA, c'est une entreprise, donc ça s'accompagne les compétences. Donc en l'occurrence, on a connu la période où on attendait que le contrat de professionnalisation arrive pour le saisir, ou la période là depuis 4-5 ans où on accélère le process, on va au-devant des besoins des entreprises pour formaliser cette appétence sur l'alternance. La phase là est en accélération aussi, puisqu'il va falloir investiguer fortement le champ du contrat d'apprentissage, qu'on avait un petit peu tâté du cœur, puisqu'en l'occurrence, on était le collecteur de la taxe d'apprentissage. Mais là, on bascule de la collecte de la taxe d'apprentissage à la promotion du contrat d'apprentissage. Donc l'enjeu, ou le défi, c'est de réussir l'alternance en France. Donc sur ce sujet-là, il y a encore cet accompagnement des compétences en interne pour aller plus loin dans la promotion des dispositifs de l'alternance. C'est vrai que les assistants formation chez Opcalia me disent mon métier change. Les conseillers formation vont devenir des experts de l'alternance, mais vont rentrer aussi sur ces thématiques que l'on a évoquées, du CPF de transition, l'accompagnement de l'individu, être en capacité d'entendre, d'écouter une politique de branche, un adhérent qui appartient à une branche, et traduire la politique de branche et en disant voilà l'ensemble des dispositifs,
continuer cette capacité à être ingénieur financier de l'information pour le compte de tiers de l'entreprise. Et puis il y a tous les nouveaux métiers auxquels on ne se soustraira pas. Donc en l'occurrence, gestionnaire de data, en l'occurrence, être apporteur de solutions sur tout ce qui est l'innovation électronique, digitale, la transformation numérique, la transition énergétique. Tous ces sujets-là aujourd'hui sont des sujets que l'on a en main en termes de responsabilité dans l'avenir de nos OPCA. Enfin, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a une réforme, on nous demande d'adapter les compétences de l'OPCA, et en l'occurrence, jusqu'à présent, on l'a fait. Merci à vous deux. Je pense qu'on peut s'en tenir là. Merci Joël.